C'est la première affaire emblématique de tueurs à gages mineurs recrutés sur Internet par la narcocriminalité organisée en France. Le procès d'un adolescent pour le meurtre en octobre 2024 à Marseille d'un chauffeur de VTC s'est ouvert mardi devant le tribunal pour enfants de Paris. Alors âgé de 14 ans, il avait été engagé via Snapchat en tant que tueur à gages par un narcotrafiquant incarcéré, mais s'était trompé de cible. L'accusé avait été placé en foyer à 9 ans, ses parents étant en prison. Ce drame, il était inévitable au regard des carences de ses parents, mais notamment des carences institutionnelles. Et c'est ce sur quoi le débat va porter. L'avocate de la veuve de la victime, mère de ses 3 enfants, demande une peine exemplaire. Les parents n'ont pas fait le travail. Lorsque l'école a échoué et qu'il y a eu un dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, c'est à la justice à être le dernier rempart et finalement à donner une peine exemplaire pour que ce mineur prenne pleinement conscience en fait, des faits. Aujourd'hui âgé de 15 ans, l'accusé encourt 20 années de réclusion. Le jugement est attendu jeudi en fin de journée. Le président français a appelé à la mise en place d'une capacité d'endettement commune de l'UE et d'euro-obligations pour financer les technologies vertes, la défense et la sécurité, arguant que l'Europe doit investir dans son avenir. Emmanuel Macron a averti que l'Europe risquait d'être balayée par les États-Unis et la Chine sans une capacité d'endettement commune de l'Union. Selon le président français, l'UE est sous-endettée par rapport aux États-Unis et à la Chine. À l'heure où la course aux investissements technologiques bat son plein, ne pas utiliser cette capacité d'emprunt serait une grave erreur, déclare Emmanuel Macron. Le dirigeant français a renouvelé son appel en faveur d'une dette commune sous forme d'euro-obligations, arguant que l'UE a besoin d'environ 1 200 milliards d'euros par an d'investissements publics et privés pour les technologies vertes, le numérique et la défense. L'UE a eu recours à la dette commune en 2020 pour relancer l'économie européenne après la pandémie de Covid-19. Mais les tentatives françaises de pérenniser ces outils se sont heurtées à une forte opposition de l'Allemagne et des États membres du Nord, généralement plus économes. Les dirigeants de l'UE se réuniront jeudi en Belgique pour un rendez-vous informel afin de discuter du renforcement du marché unique, de la réduction des dépenses économiques et du renforcement de la compétitivité. Après des mois d'impasse politique sur le budget, Sébastien Lecornu s'apprête à franchir une étape décisive en signant d'ici la fin de la semaine prochaine le décret relatif au programme énergétique pluriannuel. Le plan fixe comme objectif majeur de porter la part de l'électricité dans la consommation totale d'énergie du pays à 60% d'ici 2030, contre 30% aujourd'hui. Au cœur de la feuille de route figure également la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires, 8 autres étant envisagés en option. Pour le Premier ministre, opposer le nucléaire et le renouvelable conduirait le pays dans une impasse. Le véritable enjeu est de réduire les émissions de carbone et la dépendance vis-à-vis des importations, a-t-il insisté. En parallèle, le gouvernement prévoit de poursuivre le développement de l'énergie solaire et éolienne offshore, mais donnera la priorité à la modernisation des éoliennes terrestres existantes afin d'éviter les tensions qui pourraient éclater localement. Enfin, Sébastien Lecornu a tenu à faire passer un message clé aux Français et aux entreprises. Ce plan n'entraînera aucune hausse des prix de l'électricité. Cependant, la décision d'adopter la feuille de route par décret a suscité des critiques de la part de l'extrême droite, tandis que la gauche a exhorté le gouvernement à éviter tout nouveau retard. Sur cette route à Arruda dos Vinhos, dans le district de Lisbonne, les fortes pluies ont causé des glissements de terrain sur plusieurs mètres. Actuellement, une seule route est encore praticable et permet l'accès à la municipalité. Des maisons ont été touchées, plus de 40 personnes ont dû être évacuées et l'une des principales conduites d'alimentation en eau a été endommagée. En pleine période électorale, la municipalité d'Arruda dos Vinhos a dû reporter le second tour des élections présidentielles au 15 février en raison des intempéries. Le maire Carlos Alves a mis en garde contre les conséquences de la série de tempêtes de ces derniers jours qui ont endommagé la plupart des routes principales de la commune, empêchant la circulation des personnes et des véhicules. Selon les prévisions, des pluies persistantes et parfois abondantes sont attendues dans le nord et le centre du pays ce mercredi. Des alertes à la pluie de niveau orange ont été émises dans plusieurs villes. Le Parlement européen a approuvé ce mardi 2 textes qui durcissent la politique migratoire. Les États membres de l'Union européenne pourront désormais renvoyer les demandeurs d'asile vers des pays qui ne sont pas les leurs.
La modification du concept de pays tiers sûr ouvre la voie à des accords entre des États membres de l'UE et d'autres extra-européens. En échange d'argent, ces derniers pourraient accueillir des migrants qui souhaitent s'installer en Europe. So what we're doing with the two files is giving member states the flexibility they urgently need at hand to assess asylum claims in a fast, in an efficient and in a way that helps alleviating the pressure from national capacities. Pour être considérés comme sûrs, ces pays doivent garantir aux migrants une protection contre la persécution et respecter le principe de non-refoulement. Les sociodémocrates, les libéraux et les Verts se sont opposés à cette modification législative. Non siete riusciti ad alzare muri, ma avete fatto di peggio. State usando le leggi come un muro. Oggi votate per distruggere il diritto di asilo in Europa. Cette mesure ne s'applique pas aux mineurs non accompagnés, dont la demande d'asile devra être traitée dans les pays européens. La Commission européenne émet de fortes réserves vis-à-vis de la possible régularisation par l'Espagne de 500 000 sans-papiers. 3 responsables européens disent à Euronews la crainte que le projet de Madrid soit contradictoire avec la politique d'immigration de l'Union européenne. Le Premier ministre espagnol a annoncé fin janvier son intention d'accorder un statut légal à un demi-million de migrants arrivés en Espagne avant le 31 décembre. Pour être éligibles, les migrants doivent avoir résidé en Espagne pendant au moins 5 mois. Le nouveau décret accordera aux bénéficiaires un permis de séjour d'1 an et le droit de travailler dans n'importe quel secteur et n'importe où dans le pays. Les responsables européens estiment que la mesure risque d'envoyer un mauvais message aux migrants en situation irrégulière en encourageant les passages illégaux. Les législateurs craignent également que certains de ces migrants n'utilisent leur liberté de circulation pour s'installer ailleurs dans l'Union. Suite à l'annonce de cette mesure par Madrid, le commissaire européen chargé des migrations, Magnus Brunner, n'a émis aucun jugement et a déclaré que cette question relevait de la responsabilité nationale. La Commission européenne annonce son intention de mettre en place une application pour venir en aide aux jeunes victimes de harcèlement en ligne. Selon l'exécutif européen, le cyberharcèlement touche jusqu'à un enfant sur 6 âgé de 11 à 15 ans. Le projet en est à ses débuts et s'inspire de l'application et la ligne d'assistance 3018 française. L'idée serait un modèle européen de l'application que les États membres pourraient adapter. We want to make sure that children and youth across EU that they are all equally protected and empowered. Based on shared understanding of what cyberbullying is, we call for all member states to develop coherent national cyberbullying policies. We are making sure that all our relevant tools are fit to combat cyberbullying and that we make use of the latest technologies when addressing it. L'application devrait permettre aux victimes d'envoyer les preuves du cyberharcèlement et de recevoir de l'aide des services chargés de la protection de l'enfance. Le plan d'action prévoit par ailleurs le renforcement de l'appareil législatif sur les services numériques afin de protéger les mineurs des contenus préjudiciables. « 81 ans après l'armistice, la Slovaquie se débat encore avec l'application des lois de l'après-guerre. Les décrets Beneš, du nom de l'ancien président slovaque, établissaient l'expulsion et l'expropriation des Hongrois de Slovaquie et des Allemands des Sudètes. Officiellement, la Slovaquie ne les applique plus, mais dans la pratique, l'État revendique des terres confisquées après-guerre. Or, selon un avocat interrogé par Euronews, la propriété publique de ces terres n'est pas enregistrée au cadastre. Több száz emberről van szó, több száz hektárról van szó, és mivel ugye 18-19-es időszakban az autópálya alatti földekről volt szó, ezért ezeknek a földeknek az értéke is meghaladhatja a 100 millió eurót is. L'opposition et la minorité hongroise de Slovaquie s'opposent à ces pratiques. Des rassemblements ont eu lieu en décembre dernier. Les manifestants protestaient notamment contre la pénalisation de toute remise en cause des décrets Beneš. Pour avoir contesté les décrets Beneš, le responsable politique Urs Orosz a fait l'objet d'une plainte.
Én azt gondolom, hogy a megfélemlítés az a maximális lehetséges módszerekkel és erőbedobással egyébként zajlik, de az is igaz, hogy valószínű hatóságok se tudják, hogy mit kezdjenek ezzel, mert hát kicsit ez egy ilyen túltolt bicikli esete ez a BTK módosítás, hiszen ijeszgetni akartak, csak aztán voltak olyan polgárok, akik nem ijedtek meg, és most nem nagyon tudnak velük mit kezdeni. De leur côté, les soutiens du gouvernement slovaque assurent qu'il n'est pas question de nationaliser des terrains, mais simplement de corriger des erreurs d'enregistrement au cadastre. Cela faisait 15 semaines qu'ils avaient débuté leur périple. Ce mardi, 19 moines bouddhistes sont arrivés à Washington depuis le Texas, au terme d'une expédition longue de 3700 km et 108 jours à travers le pays, marquant ainsi la fin d'une marche pour la paix. Vêtus de leur robe couleur safran et accompagnés de leur chien, Aloka, ces moines sont devenus des figures incontournables sur les réseaux sociaux où des millions de personnes ont suivi leur trajet. Tout au long de leur périple, des milliers de personnes se sont rassemblées pour assister à cette longue procession silencieuse. Alors que le pays est frappé par d'importantes tensions sociales dues notamment à la police de l'immigration, cette marche pour la paix, tradition très appréciée dans le bouddhisme Theravada, a offert un rare moment d'unité. Pour les moines, cette procession n'est pas un mouvement politique, mais une offrande spirituelle et une invitation à vivre la paix à travers les actions du quotidien. Ce mercredi, ils prévoient de traverser le Capitol Hill et de tenir une cérémonie au Lincoln Memorial, avant de rentrer au Texas, mais en bus cette fois.